Puis une des caractéristiques du lait aussi, c'est que le fait qu'on parlait tantôt, on a optimisé la protéine, mais la protéine, quand on va la chauffer, on va la cuire. Ouais. Puis on trouve qu'il y a un petit côté légèrement plus sucré qu'un lait classique, Ouais. qui vient vraiment bien balancer l'acidité de l'espresso. Donc on pense que le breuvage global à la fin est meilleur. Aujourd'hui, on parle de lait et pas n'importe quel lait, le lait Henrietta, le lait utilisé par tous les bons baristas. Et j'ai avec moi aujourd'hui Félix Charbonneau de Distribution Dentelle. Salut, Ça va? ça va bien toi? Mais que ça va bien. Écoute, bon, moi là j'ai un penchant pour ton lait parce que bon, on est des baristas, mais honnêtement, il est tellement bon. OK? Fait que je me suis dit là, les gens vont dans les coffee shops, ils voient le lait Henrietta parce que c'est une marque. Puis là, ils doivent se poser la question, c'est quoi ce fameux lait-là? D'autant plus que tu le retrouves que dans les cafés. Ouais. Fait que, bon, explique-nous qu'est-ce qui fait du lait Henrietta que c'est un lait spécialement fait et conçu pour des baristas. Effectivement, mais en fait, le lait barista, c'est un lait qu'on va appeler de spécialité. Ouais. C'est un lait qui a été conçu, pensé et qui est produit avec en tête juste une chose, c'est l'utilisation avec le café, surtout à base d'espresso. Donc, il a été conçu avec seulement ça en tête. Bon, là, conçu, vous êtes des alchimistes, vous avez fait une recette spéciale. Avec nos savons. Non, mais honnêtement, je sais que le lait provient d'une entreprise, à vrai dire, d'une coopérative. Coopérative, oui. Du Saguenay, Exactement. qui s'appelle Nutrinor. Puis là, cette coopérative-là, vous les avez mandatés de vous faire le lait spécial. Effectivement. Bon, pourquoi c'est spécial? Comment c'est fait, là? Moi, je suis curieux. En fait, la différence du lait Henrietta, la raison pour laquelle on a travaillé avec Nutrinor à la base, c'est qu'ils ont une spécificité au niveau régional. Donc, c'est une coopérative laitière qui est la plus au nord au niveau du Québec. C'est un gazon qui est de très bonne qualité, de qualité supérieure, qu'on pourrait dire. Et les nuits sont assez fraîches versus les journées qui sont un petit peu plus chaudes. Donc, ce changement-là de climat est très, très, très positif pour le fourrage, qui est l'alimentation première des vaches, qui améliore leur digestion, qui améliore le lait. Donc, on part de là. Matière première. Matière première. Dans l'industrie du fromage, surtout les fromages artisanaux, souvent les fermiers vont nourrir avec des fleurs, avec des trucs, puis ça affecte énormément le goût du fromage. Est-ce que c'est aussi le cas dans votre cas ou c'est vraiment juste... Ça a un impact. On le sent. Il y a 2 moments dans l'année où est-ce que le lait va changer de goût. Ça, n'importe qui à la maison va le goûter. Quand les vaches vont passer de l'extérieur à l'intérieur, donc quand les mois vont commencer à être frais, ou quand la neige va commencer, ou quand l'été va arriver, les vaches vont sortir dehors, ou quand ils vont rentrer dans l'étable, ils vont passer du gazon au foin. Ça se goûte dans le lait. Donc, la même chose pour le fromage, sûrement dans plein d'autres produits aussi. On va goûter le sol et l'alimentation de l'animal, OK. Outre le profil de goût, le lait a été conçu avec il y avait une incertitude technologique parce que nous, en tant que barista, bon, la façon dont ça mousse, donc, qu'est-ce que vous avez fait techniquement pour que ce lait-là soit vraiment fait pour bien mousser, pour être fait avec du café? C'est sûr qu'il y a des secrets. Des secrets industriels au niveau de la production. Il faut savoir qu'à la base, la production du lait au Québec, c'est hyper rigide. On peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas le faire comme on veut. On peut pas ajouter ou retirer des choses de la formulation du lait. C'est très, très, très standardisé. Donc, on a dû naviguer à travers ces paramètres-là, puis jouer avec ce qu'on pouvait. Température de cuisson, la manière qu'on va homogénéiser le lait, c'est tous des paramètres avec lesquels on a pu jouer. L'objectif, c'était de dire, sans vouloir rajouter de protéines dans le lait, pour faire une parenthèse qui donne une belle mousse de lait puis une mousse élastique comme on veut dans le café, c'est le lien entre le gras et la protéine dans le lait. Donc, sans devoir rajouter de protéines, parce qu'on aurait dû appeler ça un breuvage laitier ou une boisson laitière plutôt qu'un lait, on a dû jouer avec les paramètres qu'on avait de disponibles pour développer un petit peu la protéine. Donc, il faut imaginer un petit peu la protéine de lait comme une boule de velcro. Puis nous, notre objectif, c'est d'ouvrir cette boule de velcro-là pour qu'elle ait un meilleur lien avec les autres composantes du lait. Quand même, c'est assez intéressant. Hein? Sérieux. Puis votre lait, c'est 3,8 3,8. Fait que c'est beaucoup plus... c'est le lait le plus gras qu'il y a sur le marché. C'est ce qu'on appelle un lait entier. Donc, les vaches, il y a plusieurs
race de vache, en fait. Nous, c'est la Holstein au Québec. Holstein. Ouais. Qui est la vache classique blanche et noire. Ouais. C'est une vache qui va donner un lait entre, je vais dire entre 3,7 et 4,2 %, mais la norme qu'on s'est donnée, c'est 3,8 %, donc qui est un lait entier de cette vache-là. Si on prend la vache Guernsey ou Jersey, qui est la fameuse vache brune, c'est un lait qui va sortir à 5,2 %. Donc le lait entier de vache Guernsey ou Jersey, c'est un lait qui va sortir à 5 %. Donc nous, le lait entier de vache Holstein, c'est du 3,8 %. Donc c'est un petit peu une norme qui est établie par l'industrie. C'est vrai. Puis pourquoi on retrouve pas votre lait en épicerie? C'est assez simple. Vu que c'est régi, il y a des normes gouvernementales qui régissent la production laitière pour la mise en marché du lait, autant au niveau des pourcentages. C'est pour ça qu'on n'a pas du lait 3,7 %, c'est tout régi. Pour qu'un lait soit vendu en épicerie, il doit avoir des ajouts de vitamines à l'intérieur. Okay. Donc nous, pour optimiser, on voulait avoir un produit qui était le plus brut possible et qui vraiment optimiser la production de mousse. On a décidé de ne pas mettre de vitamines dans le lait, ce qui fait qu'on peut seulement le vendre aux services alimentaires et non en épicerie. Ah ouais. Donc, si tu voulais le vendre en épicerie... Il faudrait ajouter des vitamines. Fait que là, tu aurais 2 laits. 2 laits. Ah ouais. Puis, selon toi, ajouter des vitamines, est-ce que ça affecterait ce type de lait-là pour, par exemple, les baristas? Ça affecte très légèrement le lait. Nous, dans l'optique qu'on avait, on voulait vraiment optimiser au maximum pour les stations de barista dans les cafés. Ouais. On a essayé de ne pas le faire, mais je crois que la différence est quand même assez minime avec l'ajout de vitamines à l'intérieur. OK. À 2-3 reprises, tu as fait mention de... Bon, tu as dit le lait, c'est très régi, réglementé. OK. Explique-moi un peu ce que ça veut dire, ça, pour les gens qui nous écoutent en ce moment. Ben, un petit peu comme je disais, c'est qu'on peut pas faire ce qu'on veut avec le lait. Ouais. Donc, on voulait au début essayer avec de l'osmose inversée, retirer de l'eau pour concentrer les sucres, concentrer le gras. On voulait peut-être essayer d'ajouter de la protéine, même si c'est la protéine de lait. D'ajouter de la protéine de lait dans notre lait pour garder le gras bas, mais augmenter la protéine. Donc, c'est toutes des choses qu'on a essayé de faire. Puis, dès qu'on voulait dénaturer cette formule-là, on devait appeler ça un breuvage laitier ou un produit de lait. On ne pouvait pas appeler ça un lait. OK. Fait que moi, là, quand je bois du lait à la maison, le lait d'épicerie, je ne bois pas le lait de la ferme X. C'est ça, hein? Je bois un lait qui a été assemblé. Exactement. En fait, les producteurs ont des quotas de production laitière. Le lait est produit, ramassé, puis va être acheminé dans les usines de fabrication laitière pour être produit. Donc, votre coopérative, quand on boit le lait du Lac-Saint-Jean, c'est le lait de la coopérative? Exactement. Okay. Donc, c'est le lait qui a été produit par la coopérative, pour la coopérative, par ses membres. C'est quand même assez intéressant. C'est super intéressant, oui. Parce qu'on a l'impression qu'une marque, on boit comme... tu vas dire c'est folklorique, mais on boit de telle ferme, là. Et pourtant, c'est des assemblages. C'est des assemblages. La manière de s'en sortir, c'est avec être loin, être isolé. Il y a des laits du Saguenay, il y a des marques du Saguenay, la laiterie Aura par exemple, Nutrinor fait la même chose, La Pinte fait la même chose, Chagnon est dans le même concept aussi, où est-ce qu'on a une régionalité plus grande. Donc on peut utiliser un lait qui est beaucoup plus régional à ce niveau-là. Parce qu'envoyer une citerne de lait du Saguenay à Montréal, mais on s'entend que c'est pas du tout économique ou rentable. Donc, on pourrait voir peut-être même une appellation contrôlée? Ben en fait, Nutrinor, le Saguenay, je pense que Nutrinor pousse beaucoup dans ce sens-là, travaille à avoir une appellation nordique. Okay. Donc tout ce qui est un produit au-dessus du 48e parallèle pour avoir une appellation nordique, ce ne serait pas nécessairement lié au lait, mais ça peut être n'importe quel produit qui serait produit au nord de ce parallèle-là, ou pour avoir une appellation nordique. Donc on pourrait avoir n'importe quel... J'ai pas d'idée, mais un fromage nordique qui est fait avec des produits. On pourrait avoir une bière nordique, donc qui est faite avec des produits au-dessus de ce parallèle-là. J'ai pas trop de détails parce que je suis pas impliqué dans le dossier de l'appellation, mais c'est ce que j'ai entendu au niveau de développement de l'appellation. C'est vraiment cool. C'est cool, oui. On n'en a pas beaucoup au Québec, puis ce serait un bon début, je pense, pour ces produits-là. Absolument. Vous, Distribution Nantel, vous êtes des amoureux et spécialistes de café. Okay? Oui.
Parce que, bon, nous, on se connaît personnellement, mais c'est une industrie qui a explosé au fil des ans, là. Puis vous avez décidé de vous adresser à cette cible-là. Oui. Donc, vous ne faites pas que distribuer le lait Henrietta. C'est ce que je comprends. Non, en fait, on distribue beaucoup de produits laitiers à la base. C'est la base de l'entreprise. Ouais. Mais depuis environ un an et demi, on a développé une spécialité puis une expertise au niveau des produits pour les cafés qu'on pourrait dire indépendants. On a rencontré plusieurs clients, on a essayé de cibler leurs besoins. Puis c'est un marché qui était... il n'y avait pas personne qui était spécialisé dans ces besoins-là. Donc c'est des commandes plusieurs fois par semaine, c'est des produits qui sont très spécialisés. Donc souvent, les cafés faisaient affaire avec 4, 5, 6 fournisseurs, qui est un cauchemar au niveau logistique, administratif. Donc, nous, on a essayé de travailler avec ces commerces-là pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait les soutenir un petit peu, travailler avec eux de plus en plus. Puis, on a listé beaucoup de produits. On est rendu à quasiment 800 produits qui sont listés pour les cafés. Donc, ça va des laits végétaux, lait de vache, emballage, produits nettoyants. Donc, on a vraiment une panoplie complète de produits pour les cafés. Donc, moi, j'ouvre un coffee shop. Ouais. Allô? Vous avez tout sauf du café. C'est la seule chose que vous laissez. Quand même, c'est assez intelligent parce que tu as raison. C'est vrai, ça peut être un casse-tête, ça. Puis, il y a beaucoup de propriétaires, par exemple, qui vont travailler à temps plein dans leur café. Donc, gérer 4-5 fournisseurs, c'est pas nécessairement facile. Ensuite, il faut gérer les payables, gérer les recevables. Donc ça, c'est déjà là, c'est un problème. Puis l'autre scénario, c'est des propriétaires qui ne travaillent pas dans leur café, qui laissent à l'employé la gestion. Donc même dans ce cas-là, c'est plus facile pour eux de placer une commande à un seul endroit. C'est vraiment cool. Très intéressant. Puis surtout, moi, encore une fois, je le dis, là, je suis un fan de votre lait. Le profil de goût, puis la façon de le travailler, c'est tellement plus facile. C'est vraiment pensé pour des baristas. Là. Exactement. Puis une des caractéristiques du lait aussi, c'est que le fait qu'on parlait tantôt, on a optimisé la protéine, mais la protéine, quand on va la chauffer, on va la cuire. Puis on trouve qu'il y a un petit côté légèrement plus sucré qu'un lait classique qui vient vraiment bien balancer l'acidité de l'espresso. Donc on pense que le breuvage global à la fin est meilleur. On se le souhaite éventuellement à la maison, parce que là, les gens nous écoutent. Puis, absolument. Quand vous allez dans un coffee shop, portez attention, Henrietta, vous allez voir, c'est une belle peigne de lait, c'est écrit dessus, c'est facile à voir. Puis je vous le dis, là, vous allez remarquer, c'est vraiment un lait qui est fait expressément pour ça. Puis comme on se le souhaite à la maison, parce qu'après ça, vous allez le vouloir à la maison, vous allez être vendu. Félix, d'ailleurs, on a, à tous les jours, on a 3-4 courriels de personnes qui veulent l'acheter pour chez eux. C'est sûr. Donc, c'est sûr qu'on travaille là-dessus à court terme. Félix, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vraiment très intéressant. Si vous avez aimé notre podcast, thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on vous retrouve bientôt pour un autre podcast très intéressant sur le café. Salut tout le monde. Félix. Salut.